Au Gadal 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. 654e jour en enfer. Le bruit des bombardements retentit sur les 4 points de la bande de Gaza ce lundi. Le bilan des victimes de ce génocide s'alourdit à 59 029 martyrs et 142 135 blessés. Une source responsable du ministère algérien des Affaires étrangères répond aux déclarations du ministre français de l'Intérieur. Sur les colonnes du Figaro, Bruno Retailleau annonçait son intention de demander aux préfectures françaises de ne pas tenir compte des passeports délivrés par les consulats algériens aux ressortissants algériens aux fins d'obtention de titres de séjour. Une violation de droits individuels et un autre manquement aux engagements bilatéraux de la France, selon une source responsable du MAE algérien. En France, toujours la popularité des deux têtes de l'exécutif au plus bas, des chiffres dégringolants qui révèlent un mécontentement croissant de l'opinion publique. Seule la voix onusienne permettra de régler la question sahraoui. Ce sont là les mots prononcés par l'ambassadeur de la République sahraoui lors d'une conférence de presse tenue à l'ambassade d'Afrique du Sud ce lundi à Alger. On y reviendra dans cette édition. Enfin, soutien sud-africain à la cause sahraoui. Le secrétaire général de l'ANC qualifie le chef du parti MK de vendu pour son soutien au prétendu plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. Bonsoir à tous. 654e jour consécutif de bombardement à Gaza, une situation devenue insoutenable pour les Palestiniens qui tiennent à peine en vie alors que les bombardements sionistes ne baissent pas en intensité. Le bilan de ce génocide s'est alourdi ce lundi à 59 029 martyrs et 142 135 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 99 civils et 650 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de l'enclave au cours des dernières 24 heures. Et les massacres de Palestiniens affamés près des centres de distribution d'aide se multiplient. Des dizaines de civils ont été assassinés depuis l'aube de ce lundi, ciblés par les balles des forces d'occupation, alors qu'ils tentaient de récupérer de maigres rations de nourriture nécessaires à leur survie dans le sud de la bande. Un scénario qui se répète quotidiennement depuis plusieurs mois et qui a coûté la vie à plus de 1000 Palestiniens selon des chiffres officiels. 25 pays, dont le Royaume-Uni, la France, le Canada et le Japon, ont appelé à mettre fin immédiatement au génocide dans la bande de Gaza assiégée dans une déclaration commune publiée ce lundi. Les chefs de la diplomatie de ces pays ont dénoncé la dangerosité du modèle de distribution d'aide mis en place par l'entité sioniste qui, je cite, prive les Gazaouis de leur dignité humaine. Les signataires ont aussi indiqué s'opposer fermement à toute initiative visant à modifier le territoire ou la démographie dans les territoires palestiniens occupés, appelant à l'arrêt de la colonisation dans ces territoires. À Gaza, les yeux s'éteignent lentement, morts déchiquetés par les bombardements, asphyxiés sous les décombres ou affamés. Le destin des Palestiniens est tragique et la crise humanitaire qui y sévit ne semble rien arranger. Ce lundi, de grandes foules de déplacés se sont rassemblées dans l'espoir de recevoir quelques louches de soupe dans le camp de Nusayrat. Maria Chouya. Ici, dans les points de distribution d'une enclave assiégée, les files d'attente s'allongent, les enfants faiblissent. Plus de force pour les bousculades. Ils attendent, immobiles, espérant recevoir une part avant que les stocks ne s'épuisent. Les familles n'ont pour tout repas qu'une louche de soupe. Une soupe claire, un simple mélange d'eau et de riz,
préparé pour des milliers de personnes avec presque rien. Nous mourons de faim. Nous ne trouvons ni nourriture ni boisson, pas même de l'eau. Nous buvons de l'eau de mer et nous ne trouvons absolument rien à manger. Nous sommes venus ici à 15 heures pour remplir un petit plat, un seul petit plat, dans cette marmite. Et nous avons 5 ou 6 personnes à nourrir. Qui de ces 5 ou 6 personnes devrait prendre ce plat? Il ne reste plus que cette soupe populaire. Le long des files d'attente, l'inquiétude grandit. Le bruit ne cache plus la faim. Les visages sont tirés, les gestes sont lents, la faim est partout. Les familles palestiniennes n'ont plus que de maigres rations pour tenir. Et encore, quand cela est possible, une réalité qui devient chaque jour plus brutale. Nous n'avons jamais connu une telle famine due à la fermeture des points de passage. C'est vrai que je ressens de la faiblesse et de la tristesse. Je ne peux même pas donner du pain à mon fils. Nous ne voulons ni viande, ni poulet, juste de la farine et du pain pour manger. Je donne la priorité à mon fils, je lui donne ma part et je lui dis que je vais endurer. Chaque jour, les besoins augmentent. Chaque jour, les faibles stocks diminuent. Et pendant que les Nations Unies déclarent que les civils ont besoin d'un afflux urgent de nourriture et de fournitures médicales, la faim continue de griffer les ventres, d'épuiser les corps et de réduire l'espoir d'un peuple pris au piège. Autre problème majeur qui se pose, celui de l'eau. Alors que les systèmes d'assainissement de Gaza sont sciemment détruits par l'armée d'occupation, l'eau potable devient une ressource rare pour plus de 2 millions de Palestiniens déplacés. Beaucoup dépendent désormais entièrement de livraisons sporadiques par camion. Amalam Zinzitoune. Lorsque le camion-citerne arrive, des foules désespérées, tenant des bidons et des jerrycans en plastique, se précipitent pour se rassembler autour du véhicule, dans l'espoir de se procurer de l'eau. Aya Moudallal, une Palestinienne déplacée, est obligée de venir chercher de l'eau. Son mari, qui avait l'habitude de chercher lui-même ce précieux liquide, a été touché par une balle alors qu'il était parti s'en procurer. Nous passons 4 ou 5 jours sans eau. Il fait chaud, les enfants veulent prendre une douche et nous devons laver leurs vêtements. En gros, ils ont 2 vêtements, un à porter et un à laver. Nous devons apporter de l'eau pour les laver, mais elle n'est pas disponible. Louay Abou Noukaira, chauffeur de camion-citerne, se charge de distribuer de l'eau dans les camps depuis le début du génocide sioniste, remplissant son réservoir dans une usine de dessalement à Deir el-Balaha avant de se diriger vers le sud. Nous essayons autant que possible d'aider le plus de personnes possible. Nous répartissons l'eau entre 3 ou 2 camps, parfois même un seul, selon le nombre de personnes. La situation est difficile, il n'y a pas de baril et rien ne permet de stocker l'eau. L'eau salée n'est pas disponible, alors les gens essaient d'en procurer le plus possible et l'utilisent pour se laver. Préparer de quoi manger et boire. Je suis épuisé psychologiquement, la situation est très difficile. Pour moi, c'est l'épuisement, la fatigue, c'est un sentiment indescriptible. Chaque goutte est précieuse. L'eau est une source de survie pour 2 millions de Palestiniens assiégés, assoiffés, affamés, bombardés et en proie aux maladies, surtout en cette saison d'été où la chaleur est torride. De plus en plus de pays se rallient à la cause palestinienne et dénoncent les atrocités commises par les sionistes à Gaza. Le roi Philippe de Belgique a qualifié le génocide en cours à Gaza de honte pour l'humanité dimanche lors d'un discours marquant la fête nationale du pays, exprimant son soutien à l'appel du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à une fin immédiate de cette crise insupportable. Je m'associe pleinement à leur plaidoyer et joins ma voix à tous ceux qui dénoncent les graves dérives humanitaires à Gaza, où des innocents meurent de faim et tombent sous les bombes, étouffés dans leur enclave. La situation actuelle n'a que trop duré. Elle est une honte pour l'humanité tout entière. Nous soutenons l'appel
du secrétaire général des Nations Unies à mettre fin immédiatement à cette crise insoutenable. 2 ans de génocide ont suffi à détruire tout espoir de retour à la vie normale pour les Palestiniens de Gaza, en particulier pour les enfants, privés d'école et d'avenir. En déplacement constant, ils rêvent de revenir un jour sur les bancs de leurs écoles, aujourd'hui en majorité réduites en poussière par les forces d'occupation. Souhila Kilal. À la voir plonger dans ses cours, on pourrait croire que cette jeune fille est une étudiante comme une autre. Mais Sarah habite Gaza. Elle fait partie des dizaines de milliers d'étudiants à avoir été privés d'études et d'avenir. Sarah était en terminale quand le génocide sioniste a commencé. Elle rêvait de passer son bac, de faire des études universitaires poussées. Elle voulait devenir médecin. Mais le 7 octobre 2023 est arrivé. Le jour où sa maison a été bombardée, Sarah a cherché frénétiquement ses livres et ses cahiers sous les décombres, mais en vain. Tout était parti en fumée. Nos vies sont en suspens depuis 2 ans. Cette guerre m'a profondément affectée, moi et les 70 000 étudiants de Gaza. Je rêvais d'étudier la médecine ou l'ingénierie, mais aujourd'hui, mon seul rêve est de survivre à cette guerre, moi et ma famille. Cette guerre a été extrêmement difficile, en particulier après la destruction des universités, des écoles et des jardins d'enfants. Ma fille Sarah est censée être en 2e année universitaire. Elle, ses camarades ont été privés d'éducation. Les écoliers et étudiants de Gaza ont, à l'instar du reste des 2 millions d'habitants, été forcés de se déplacer. Démunis dans une enclave dévastée, ils livrent depuis une lutte quotidienne pour leur survie, au lieu d'aller sur les bancs d'école, qui somme toute n'existent plus. Nos enfants ont besoin d'éducation. Je suis triste de leur situation. Entre remplir les bidons d'eau et attendre la distribution de repas. Les enfants sont maintenant dans la rue, sans éducation ni soins. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont tout oublié de ce qu'ils ont appris. Depuis le 7 octobre 2023, presque toutes les écoles de Gaza ont été détruites ou transformées en abris pour les familles déplacées. Selon l'UNICEF, plus de 92% des écoles ont été partiellement ou totalement détruites. Cette situation a éloigné pas moins de 658 000 élèves du système scolaire ordinaire pour la 2e année scolaire consécutive. Parmi eux, 39 000 élèves n'ont pas pu passer leur bac. L'entité sioniste poursuit sa quête qui consiste à effacer l'identité palestinienne. Ce lundi, le président de l'Union parlementaire arabe et président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a fermement condamné le projet sioniste visant à judaïser le tombeau des patriarches situés dans la vieille ville d'El Khalil en Cisjordanie occupée, affirmant que ce projet constitue une violation flagrante des droits religieux et culturels du peuple palestinien et représente également une menace grave pour la sécurité et la stabilité dans la région. Il s'agit aussi d'une provocation à l'encontre des sentiments des musulmans dans le monde entier. Dans un discours prononcé devant le Congrès pour marquer le 215e anniversaire de l'indépendance de la Colombie, le président Gustavo Petro a accusé dimanche 2 sociétés minières de continuer à exporter du charbon colombien vers l'entité sioniste, et ce malgré une interdiction d'exportation. No se puede exportar carbón a Israel. Está prohibido por las Naciones Unidas. No se puede exportar carbón a Israel. Le charbon ne peut pas être exporté vers Israël. Il est interdit par les Nations Unies, comme l'a déclaré la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme à Gaza, Francesca Albanese, à qui je vais rendre hommage. 60% du charbon qui arrive en Israël provient de Colombie et il sert à fabriquer des bombes qui tombent sur Gaza et tuent des bébés. Et qu'aucun Colombien ni aucune Colombienne ne souhaite être complice d'un génocide ou du meurtre de bébés dans un pays étranger. Par conséquent, j'utiliserai l'instrument que le traité de l'Organisation mondiale du commerce autorise en dehors des accords de libre-échange, au-delà de tout contrat commercial, lorsque la partie contractante est auteur ou complice d'un génocide ou de crimes contre l'humanité. Cuando el contratante es causante o cómplice de genocidio y crímenes contra la humanidad.
On en parlait tout à l'heure en titre. Une source responsable du ministère des Affaires étrangères a été interrogée au sujet d'une récente déclaration du ministre français de l'Intérieur au quotidien Le Figaro. Dans cette déclaration, le ministre français a annoncé son intention de demander aux préfectures françaises de ne pas tenir compte des passeports délivrés par les consulats algériens aux ressortissants algériens aux fins d'obtention de titres de séjour. La même source a tenu d'abord à souligner que l'octroi de ces passeports est un droit pour les citoyens algériens et une obligation de l'État algérien souverain. De même, leur reconnaissance s'impose à l'État français. Cette source estime par ailleurs que la déclaration du ministre français relève clairement de l'arbitraire, de la discrimination et de l'abus de pouvoir en ce qu'il s'inscrit en opposition frontale à la législation française elle-même. Connaissant son auteur, cette déclaration est également politiquement marquée. Elle est enfin légalement contestable, car sans fondement, aucun du point de vue du droit français. En effet, les passeports dont il est question sont délivrés à la demande des préfectures françaises elles-mêmes comme document de référence indispensable à l'établissement des titres de séjour. En conséquence, une non-reconnaissance de ces documents, comme annoncé par le ministre français de l'Intérieur, constituerait tout autant une violation de droits individuels et un autre manquement aux engagements bilatéraux de la France. On reste en France où la popularité des deux têtes de l'exécutif, à savoir le président Emmanuel Macron et le Premier ministre François Bayrou, a atteint un plus bas niveau depuis qu'elles sont mesurées par l'IFOP. Des chiffres dégringolants qui révèlent un mécontentement croissant de l'opinion publique. Mohamed Amin Aberkan. Provoqué par d'innombrables contraintes aussi bien sociales qu'économiques, le fossé n'en finit plus de se creuser. Peuple et élite français sont dos à dos. La France rumine, Macron et son exécutif viennent de tendre une nouvelle fois la perche à l'extrême droite. Le nouveau sondage effectué par l'IFOP pour le JDD en dit long sur l'état comateux dans lequel se débat le gouvernement français. Le mécontentement à l'égard d'Emmanuel Macron est une nouvelle fois parti à la hausse. Le chef de l'État français avait été confronté pratiquement au même chiffre lors de la motion de censure contre l'ancien gouvernement de Michel Barnier. Et en tête de file de ceux qui en veulent à la politique d'Emmanuel Macron, les artisans commerçants plus 10 points, les dirigeants d'entreprise plus 18 points, les communes rurales plus 13 points et les socialistes plus 21 points. Ils avaient déposé une motion de censure après l'échec des concertations des partenaires sociaux sur les retraites. Les dirigeants d'entreprise plus 16%, mais aussi les socialistes plus 11%, ont fait en sorte que la cote d'impopularité de François Bayrou parte aussi à la hausse. Environ 50% des personnes interrogées sont très mécontents du chef du gouvernement et 32 plutôt mécontentes. Une impopularité record pour François Bayrou. Les sondages révèlent aussi que 6 Français sur 10 veulent un nouveau Premier ministre. Jamais dans l'histoire de la Ve République, un couple dans l'exécutif français n'a atteint cette cote alarmante. Un mécontentement qui prouve une nouvelle fois qu'Emmanuel Macron et François Bayrou devraient plutôt garder les yeux rivés sur ce qui est important et œuvrer à consolider un front social en ébullition et au bord de l'implosion et une économie qui se dirige vers la banqueroute. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur de la République sahraoui Khatri Khatri a souligné ce lundi que le règlement du conflit du Sahara occidental est uniquement entre les mains des Nations Unies en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Le diplomate a réitéré lors d'une conférence de presse tenue à l'ambassade d'Afrique du Sud à Alger le rejet par la République sahraoui de toutes les tentatives de recherche d'une solution définitive au conflit du Sahara occidental en dehors du processus participatif défini par les Nations Unies et l'Union africaine. D'abord en dehors du cadre de la voie des Nations Unies et de la légalité internationale. Il n'est pas possible de rechercher une solution définitive et juste à la question sahraoui. La solution juste et définitive est d'ailleurs formulée à travers ce projet, qui est un projet participatif, comme vous le savez, entre les Nations Unies et l'Union africaine, comme l'a bien expliqué son Excellence l'ambassadeur d'Afrique du Sud et président du Forum. L'autre point, c'est qu'il y a effectivement une insistance sur le fait que toute tentative actuelle de sortir de ce cadre légal et légitime est une tentative qui assurément va échouer.
Le forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui tenu à l'ambassade d'Afrique du Sud à Alger a confirmé le consensus de ses États membres pour accroître le soutien au peuple sahraoui afin de contrer le schéma d'occupation marocain qui continue à faire fi des résolutions de la légitimité internationale. C'est ce qu'a indiqué justement l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Algérie. Le forum, rappelons-le, aboutit à la création d'un groupe de travail composé de pays d'Afrique et d'Amérique latine ainsi que de l'Algérie et de l'Afrique du Sud pour soutenir les luttes du peuple sahraoui. They need to increase our support for the people of Sahrawi. Il est nécessaire d'accroître notre soutien au peuple sahraoui étant donné que la puissance qui le colonise semble essayer de changer les règles d'engagement en ignorant les résolutions de l'UE et de l'ONU sur la question sahraoui. Nous avons créé une nouvelle équipe pour coordonner le travail du groupe qui comprend le Nicaragua, le Venezuela, le Mozambique, divers groupes de la société civile algérienne et bien sûr le gouvernement algérien et l'Afrique du Sud. C'est ce nouveau comité qui commencera à travailler maintenant. That if you were to put them against... Le Parlement panafricain a ouvert ses portes ce lundi en Afrique du Sud, où une délégation sahraoui conduite par le président du Conseil national sahraoui, Hamma Salama, assistait à la session en tant qu'invité d'honneur. Ce dernier, dans une déclaration devant le Parlement panafricain, a rappelé ses membres à unifier leurs forces pour continuer à soutenir le combat du peuple sahraoui, dernière colonie d'Afrique. Chers députés, mesdames et messieurs, même si l'Afrique est libérée du colonialisme, des parties du territoire du Sahara occidental croupissent toujours sous le joug du colonialisme illégitime et qui contredit ce pourquoi l'Union africaine a été bâtie. Plusieurs dirigeants africains ont réitéré à maintes reprises que l'Afrique n'obtiendra pas son indépendance sans avoir libéré tout le territoire de la République sahraoui, qui représente un équilibre sécuritaire pour la région. Vous êtes tous conviés à unifier vos forces pour continuer à soutenir le combat du peuple sahraoui. Un combat qui est aussi celui de tous les peuples africains qui aiment la justice et la paix. Ces mêmes peuples qui ont souffert à une époque de l'interventionnisme étranger, des affres du colonialisme et de l'apartheid. Dans le même sillage, le secrétaire général de l'ANC, Fikili Mbalula, a qualifié le chef du parti MK, Jacob Zuma, de vendu pour son soutien au prétendu plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, déclarant que son parti n'était pas surpris par les actions de Zuma. Les critiques de l'ANC interviennent après la visite de Zuma au ministre marocain des Affaires étrangères, Nassar Bourita, à Rabat. Dans une déclaration à la presse sud-africaine, Fikili Mbalula a pointé du doigt le comportement provocateur et surtout imprudent de Jacob Zuma, le qualifiant de vendu de renom, car ce dernier avait utilisé le drapeau sud-africain lors de son déplacement au Maroc, en s'autorisant des déclarations complètement à l'opposé des principes de son pays sur une question importante et que l'ONU considère toujours comme une question de décolonisation. The recognition of Morocco by Jacob Zuma is not a surprise. La reconnaissance du prétendu plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental par Jacob Zuma n'est pas une surprise. Jacob Zuma incarne tout ce qui ne va pas. C'est une trahison, tout simplement. En tant qu'ANC, nous continuerons à lutter côte à côte pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Nous sommes solidaires avec eux et le Maroc doit mettre fin à l'occupation du Sahara occidental. Zuma n'est pas un messie, c'est un vendu de renom. Zuma is no messiah. Is a sellout of note. Énergie, 5 contrats d'hydrocarbures ont été signés ce lundi à Alger entre Sonatrach et plusieurs sociétés pétrolières étrangères, avec remise des décisions d'attribution dans le cadre des résultats de l'appel à concurrence Algeria Bid Round 2024. La cérémonie de signature a été supervisée par le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arqab, en présence du ministre de l'Économie, de la Connaissance des startups et des micro-entreprises, Nourdine Wadah, et du PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, ainsi que des représentants des sociétés suisses, italiennes, chinoises et autrichiennes. La valeur minimale de l'investissement prévu dans le cadre de ces contrats s'élève à environ 600 millions de dollars dédiés à l'exploration. Nous travaillons pour développer toutes nos ressources. Et nous avons beaucoup de ressources. Voilà. Donc, l'Algérie, par rapport aux ressources, elle est classée 3e au monde. Y compris les ressources non conventionnelles. Je dis toutes les ressources. Et c'est vrai,
vous voyez que nous avons accéléré et nous accélérons davantage pour pouvoir tenir le PLT qui garantit à notre pays les deux aspects. Satisfaire le marché national, continuer à satisfaire le marché national et exporter le maximum pour alimenter notre pays en matière de devises. Et puis, conflit en Ukraine, le ministère russe de la Défense a revendiqué une frappe de drone sur des installations énergétiques ukrainiennes. Selon un nouveau rapport, les forces russes ont également ciblé des ateliers d'assemblage de drones et des points de déploiement temporaire des troupes ukrainiennes. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.